On brightest day, on blackest night, no evil shall escape my sight. For those who worship or evil's might, beware my power, Green Lantern's Light. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Clone Web, l'émission. Alors que l'été bat son plein et que Transformers 3 ou Harry Potter explosent tour à tour le box-office en profitant d'un soleil en plein chômage technique, on s'est dit que nous concentrer sur des films à l'exposition ridicule et qui méritent le détour serait une fois de plus la bonne chose à faire. Certes, on n'a pas tellement le choix vu qu'il sera impossible le mois prochain de ne pas affronter du blockbuster à l'appel, mais pour survivre dans une industrie qui n'a jamais été aussi saturée, il n'y a qu'une seule règle en vigueur, œil pour œil, dent pour dent. Une loi de la jungle que nos films de la semaine ont bien compris, puisqu'on y retrouve des femmes dont l'apprentissage de la vie se fera sur le tas et non sans douleur. C'est toujours quand on en a le moins besoin que les galères vous tombent dessus pour mieux vous affaiblir à terre, vous apprenant à la dure que la vie, la vraie, n'est qu'une sale garce. Enfin, l'important quand on tombe, c'est encore de se relever pour montrer qu'on en a dans le ventre, et donc si un jour ma fille tu te fais violer et qu'on te laisse pour morte, j'espère que tu comptes bien coller une branlée à tes malfaiteurs. Si tu te retrouves seul dans le fin fond de l'Amérique avec une famille à nourrir et qu'on te recommande de patienter bien gentiment à ne rien faire, il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Et si un extraterrestre débarque pour vous indiquer que vous êtes l'élu... Great light has gone out in the universe. Worlds annihilated. Lanterns, we face an enemy powerful enough to destroy entire civilizations. To fight this enemy, the Ring chose a human. Chasser le naturel, il revient au galop. On ne pouvait pas faire cette émission sans un seul gros film, déjà parce qu'on sait que sinon vous ne l'auriez pas regardé, bande de petits coquins, et parce qu'ensuite, devant le défilé colossal opéré par les studios américains cet été, il était difficile de ne pas attraper un prétendant au titre Démon Afrique le plus efficace de la saison. La recette qui cartonne aujourd'hui, c'est bien évidemment le super-héros, et du coup, on s'en mange à toutes les sauces. Réaliste, violent, cartoon ou rétro, il y en a pour tous les goûts, même si c'est toujours loin d'être une réussite, et ce mois-ci, ce n'est pas Green Lantern qui viendra prouver le contraire, oh que non. Pour bon nombre de lecteurs assidus de comic book, Green Lantern est un héros très apprécié chez l'éditeur DC Comics, grâce à son univers à part entière, s'étant étoffé au fil des années pour devenir un space opéra gigantesque, complexe et à l'importance aujourd'hui capitale sur les autres héros DC avec la série Blackest Night. Un monde à la richesse graphique certaine, mais au parti pris affirmé, comme on en voit souvent dans la bande dessinée américaine et qui, une fois encore, méritait d'être traité en conséquence avec une grande sagesse pour éviter la casse lors du transfert sur grand écran. S'il est question d'un homme appartenant à une police intergalactique visant à faire régner la paix dans la galaxie tout entière, le héros en question est entouré d'êtres extraterrestres au design tous plus colorés et fous les uns que les autres, tout comme les planètes qu'ils sont amenés à visiter. Partant de ce principe, et quand on sait combien ce genre de BD est fondamentalement casse-gueule à adapter, l'idée de voir les aventures de Hal Jordan portées au cinéma pouvait être alléchante pourvu que les responsables de la chose soient un tant soit peu impliqués. Manque de bol, c'est l'exact inverse qui est arrivé comme on pouvait s'y attendre, et avec le réalisateur Martin Campbell derrière la caméra et les scénaristes de X-Men Origins, Wolverine, Smallville ou encore la dernière saison de Heroes, Green Lantern était d'ores et déjà destiné à s'écraser la tête la première. Il faut voir le massacre pour le croire, tant le résultat a littéralement pulvérisé toutes nos prévisions, Green Lantern allant directement rejoindre la famille des Dobbs absolus, devenant ainsi frère avec Elektra, Daredevil, X-Men 3... Ghost Rider, les 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques 2, Punisher, les Young, les Crazy. Wow! I know, right? T'as quand même l'air très con avec ça. Le plus hallucinant et incompréhensible devant la chose vous éclabousse la rétine au bout de 30 secondes seulement, puisque c'est la durée nécessaire à Martin Campbell pour vous dévoiler à quel point sa production est visuellement handicapée et en retard d'au moins 10 ans. Encore 10 ans, on est gentil.
Si vous pensiez qu'on avait touché le pompon en termes de direction artistique foireuse et d'effets spéciaux à la ramasse avec le Thor de Kenneth Branagh, attendez-vous à être époustouflé par cette version de la Lanterne Verte, dont l'introduction dans l'espace vous raconte un peu le background du Green Lantern Corps et de leur ennemi juré Parallax, en arborant une synthèse qui dégueule le 3ds Max édition 98 par tous les ports, tandis que le design des bestiaux qui apparaissent à l'écran est édifiant de laideur et de ridicule. Et si cette entrée en matière place la barre déjà très bas, le long métrage est un festival d'images pathétiques, au rendu approximatif et aux textures résolument synthétiques tant tout se voit, que ce soit les intégrations des acteurs sur fond vert ou leurs collègues imaginaires à la synthèse babeuse. Une scène remporte cependant la palme du plus gros foutage de gueule vu dans un blockbuster depuis des lustres, puisque le bousin vous réserve un semi-crash d'hélicoptère dont la tenue visuelle nous pousse immédiatement à nous demander si nous n'avons pas affaire à une production fauchée du type Asylum. Cet énorme foutoir technologique, sous couvert d'une conversion 3D approximative une fois encore, ne cesse de vous rappeler ce qui est fait par ordinateur et ce qui ne l'est pas, avec des champs contre champs alternant personnages de synthèse et bonhommes réels ou maquillés, exterminant rapidement le peu de crédulité d'un univers qui plus est hideux. Car si les effets spéciaux sont ni plus ni moins qu'un désastre pour un tel budget de 200 millions de dollars, sachant que pour le même prix, Michael Bay vous tourne en vrai 3D une invasion de robots géants plus vraie que nature sur Chicago, la plastique générale de Green Lantern souffre d'un problème remontant déjà à la préparation du film. Putain, ce que c'est moche! On en viendrait à croire que la quasi-intégralité des décors aliens et des collègues du héros sont en réalité des designs rejetés sur la menace fantôme, tant tout est désespérément kitsch, fluo, disharmonieux et atroce. Mais le summum absolu de ce savoureux mélange entre synthèse ratée et look bancal reste bel et bien le costume du héros, puisque Green Lantern a tout simplement l'air d'une grosse tache dans sa combinaison prétendument organique, et dont le masque n'est qu'un vulgaire paquet de pixels qu'on lui a collé en pleine tronche. Partant avec un véritable boulet visuel, Green Lantern se révèle le plus irregardable, tant absolument tout est de pair avec cet ignoble production design. L'histoire tout d'abord est un exemple de script mal torché par des scénaristes qui n'en ont visiblement rien à cirer de savoir si oui ou non vous allez vous intéresser 30 secondes à leur héros, à tel point que le film est incapable de se trouver une identité propre et va par conséquent passer son temps à piocher à droite et à gauche pour tenter de meubler 2 heures. Vas-y donc que je te repompe un petit peu d'Iron Man par-ci, avec notre anti-héros censé sauter sur tout ce qui bouge. Vas-y que je te pose mon histoire cosmique en mélangeant Superman mi pauvre. Tout ça pour finir à ressembler à The Mask lorsque notre héros doit user de ses pouvoirs pour sauver le monde. What the hell? Ne sachant absolument pas comment donner du poids à leur menace suprême ressemblant à un nuage de déchets fraîchement sortis des égouts, les scénaristes ont imposé à Peter Sarsgaard 3 tonnes de latex sur son crâne pour que ce couillon vienne jouer le grand introverti de service, enfin décidé à envoyer balader le monde entier avec ses menaces nauséabondes et sa tête de pastèque. Bordélique au possible, le script va donc enchaîner les passages obligés du film de super-héros, sans jamais chercher à élever ne serait-ce qu'un minimum la chose par sa réalisation ou quoi que ce soit, Martin Campbell étant trop occupé à encaisser son chèque pour mettre du cœur à l'œuvre. La fin du monde se trouve donc être simplement le fameux parallaxe juste au-dessus du centre-ville de Los Angeles, ce qui est tout de même vachement planétaire, tandis que le background dramatique du personnage principal est amené lors d'une séquence de vol ponctuée de flashbacks et ressemblant comme 2 gouttes d'eau à une scène mythique de Hot Shots. Et puisqu'ils ne font pas les choses à moitié, Blake Lively occupe son rôle de jolie donzelle sans saveur et réussit à s'imposer comme le personnage féminin le plus inutile qu'on ait pu voir dans un film du genre, laissant sauf l'honneur de Natalie Portman malgré son épaisseur dramatique inexistante dans Thor. Ce qui est quand même très fort. D'ailleurs, Blake Lively est vachement concerné puisque dans le dossier de presse, on peut lire « Il y a dans ce film des explosions, des combats, de grands voyages dans l'espace, aussi un côté fun et romance. » Je dirais que ça, j'ai pas envie de le voir. Enfin, alors que la musique a sûrement été composée en mode automatique par James Newton Howard lors d'une pause déjeuner, cette entreprise désincarnée et jamais concernée révèle sa vraie nature quand les 2 seules scènes marchant à peu près dans le film sont celles où Blake Lively se fout littéralement de la gueule de Ryan Reynolds dans son pâté de synthèse lui servant de panoplie. Quand on en arrive à un tel niveau, c'est qu'on n'a jamais cru une seule seconde à la viabilité de la chose et qu'il aurait mieux fallu s'abstenir. En clair, Martin Campbell fait la démonstration qu'il ne fait pas toujours bon d'être un yes man à Hollywood. Véritable fist-fucking en puissance et sans vaseline d'une franchise pourtant intéressante, Green Lantern est l'archétype du produit marketing torché par une bande d'incapables, ayant dilapidé un budget colossal sur la base d'un scénario honteux et d'une production opportuniste au possible. Quant à ce grand couillon de Ryan Reynolds, qui par ailleurs a réussi à quitter Scarlett Johansson, faut être un peu con, il devient l'homme à abattre dès qu'il s'agit d'adaptation de comics, surtout après ça, Blade Trinity ou Wolverine. Après tout, ça finira peut-être par lui rentrer dans le crâne. Et à présent, je peux donc retirer cette bague de merde. What happens now? You go look for trouble. Catherine was a God-fearing girl, robbed of her innocence. She was raped and left for dead.
But the scoundrels who did this to her forgot one important thing. To make sure that bitch stayed dead. Run, bitch, run! Le monde est cruel et ça, les fans de comics l'ont bien compris. Mais autant dire que ce n'est rien comparé au destin parfois bien funeste que peuvent rencontrer certaines demoiselles dont toute la dévotion catholique du monde ne pourra rien faire face à une bande de rednecks dégénérés et bien décidés à visiter ces pauvres petites avec leurs organes génitaux avant de les laisser pour mortes dans le trou du cul du Texas. Mais la révélation christique n'est jamais très loin. Il se peut que la nana revienne avec la ferme intention de faire bouffer aux coupables leur misère à pleines dents. Tu n'as rien compris à ce que je viens de te raconter, mais tu en sais livre d'avance, et tu considères le cinéma comme un bon gros plaisir coupable sujet à toutes les déviances. Alors tu as vraiment de la chance mon petit saligo, puisque ce mois-ci, avec la sortie de Run Bitch Run en DVD, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Si les Clone Wars existaient, on pourrait remettre sans problème celui du titre le plus alléchant de l'année à Run, bitch, run! Pour ainsi dire, votre serviteur entretient une histoire passionnelle avec la bande-annonce de ce film qui circule sur la net depuis plusieurs années déjà. Pur délire grindhouse remettant au goût du jour le Rape and Revenge movie dans un emballage très 70s, ce trailer présentait un film ultra misogyne, raciste et vulgaire, en s'éclatant dans la beaufitude la plus crasse sans complexe. Véritablement, le trailer de Run Bitch Run proposait à tout homme en Marseille digne de ce nom de se rincer l'œil coûte que coûte, avec une large gamme très cosmopolite et hétérogène. Parce que les mots ne suffisaient plus face à un tel moment de poésie, de douceur et de charme, je ne pouvais pas concevoir une seule seconde que la blague aille au-delà du simple trailer, en voyant paître absolument tout ce qui avait été fait en la matière pour les besoins du Grindhouse de Tarantino et de Rodriguez. Vous n'imaginez donc pas ma surprise en découvrant il y a 2 mois de ça que non seulement Run Bitch Run était bel et bien un film, mais surtout qu'il allait sortir en France avec 2 autres machins du même calibre pour introduire la nouvelle collection DVD Grindhouse de M6 Vidéo. Ayant même réussi, et là je remercie de tout cœur le distributeur, à l'avoir vu dans une vraie salle de cinéma, je peux donc vous dire que Run Bitch Run, qui signifie en français cours salope cours, existe pour de vrai. Run, bitch, run! Run, bitch, run! Run, bitch, run! I can't wait to fuck that. Derrière, Run, bitch, run! on trouve une petite boîte de production ricaine appelée Freaky Show Entertainment, dont le but est de faire des films d'exploitation à l'ancienne, en prenant comme à l'époque ce bon vieux système D pour donner un cachet old school à leurs œuvres. Un travail réalisé par des passionnés du genre qui le considèrent avec grand respect et avec sérieux, sans jamais oublier pourquoi l'on vient regarder ce type de péloge d'un autre temps. Et il faut dire que les bougres connaissent la recette sur le bout des doigts tant la vision de ce Run, bitch, run! nous renvoie 40 ans en arrière sur tous les plans. Concrètement, qu'on se le dise, il n'y a absolument rien à sauver dans cet objet visant un public très précis. En voyant paître la notion même de 7ème art, on a l'impression que tout est ni fait ni à faire dans ce gigantesque bordel tourné pour seulement 25 000 $, donnant automatiquement des boutons à quiconque vient au cinéma pour y trouver ne serait-ce qu'un chouïa d'intellect, Run, bitch, run! cumule un rythme inexistant, une bande-son composée de 4 chansons tournant en boucle, une image vidéo vomissant le sens même d'esthétique ou des acteurs tous plus mauvais les uns que les autres, avec en tête de gondole une héroïne qui a dû obtenir le rôle principal uniquement parce qu'elle détenait le plus gros tour de poitrine de tout le casting. Mais tenter de traiter un tel objet par le biais de la critique ciné ne me fait pas vraiment sens, tant la chose défie toute logique et en appelle à vos aspects les plus reculés, ceux que vous tentez de cacher sous une prétendue humanité. Who the fuck are you? Some kind of fucking pervert or something? Que Run Bitch Run soit mauvais, c'est un fait, et on peut même se révéler déçu face à un long métrage qui n'est jamais à la hauteur de sa mémorable bande-annonce. What's the matter? Not good enough for you? Mais s'il vous vient l'idée de vous procurer ce film, c'est que vous comptez passer une soirée DVD arrosée à plusieurs et que vous en voulez pour vos instincts sauvages. En l'état, vous allez être servi par cette série Z dont chaque seconde fait appel au-dessous de la ceinture, à l'image de quasiment toutes les actrices du film qui ne peuvent pas s'empêcher à un moment ou à un autre d'enlever le haut. Comme ils sont drôlement sympas, ils nous ont quand même épargné la vieille et ont placé face à cette mode de femme-objet une belle bande d'empaffés psychopathes sérieusement atteints de la cervelle et ne jurant que par le dollar, les belles carrosseries et leurs testicules. Le véritable salut du film vient du fait que, contrairement à Robert Rodriguez avec ses blockbusters déguisés et torchés sous la jambe, la production dégueule d'amour et de nostalgie pour le genre qu'elle revisite avec passion. Que ce soit dans ses cadrages racoleurs, dans sa mise en scène souvent à côté de ses pompes par manque de budget ou dans certaines de ses maladresses, le film parvient à effacer sa date de production et semble tout droit sorti de l'âge d'or du cinéma bis. Joseph Guzman, car oui, il y a bien un réalisateur derrière ça, connaît son sujet et parvient à se fondre dedans au point que le tout sentirait presque la vieille POH 16 mm usée et ressortie d'un vieux grenier, et ce malgré une image vidéo qui trahit par moments la fabrication du produit. Du coup, Run, bitch, run!
laisse place à des images parfois disjonctées et ne manque pas à plusieurs reprises de susciter le fou rire tant quasiment tout y est ultra limite, allant de certaines répliques bien fachos à des instants ridicules et étirés en longueur afin d'en préserver l'effet porte-nawak. Dans Run Bitch Run, vous allez donc trouver de bons vieux gaillards droits dans la vie comme il faut et à la conscience tranquille. Lord, if I wasn't such a righteous man, I'd pound them harder than the nails in the cross. Cela fait longtemps que vous n'aurez pas vu la figure de la femme autant célébrée et placée à ce point sur un piédestal. Whoa! Is that Carla? I guess she really got her comeuppance, huh? You know, that slut cost me a month's pay, and 2 trips across the border for Penicillin to get my dick to quit dripping. That was Carla, a real ballbuster. Et cerise sur le gâteau, vous allez voir des vrais mecs qui savent ce qu'ils veulent et qui, mieux encore, savent se faire respecter de la jante féminine. Et ça, c'est la classe. So you just score me some morphine from the hospital? Sure, Lobo. Anything you want. That's my girl. C'est sûr, Run Bitch Run pourrait à lui seul annihiler les droits de la femme, et il est évident qu'un tel Bronx filmix doit être vu dans des conditions bien particulières, comme une soirée avec des amis amateurs de déviance en tout genre et de la bière coulant à flot. Maintenant, si vous êtes très indulgent pour redécouvrir les déviances de notre âge comme il se doit, n'hésitez pas à vous laisser titiller par la curiosité. Et puis franchement, ça fait du bien. Run, bitch, run! À présent, excuse-moi, désolé, je suis désolé de t'interrompre. C'est pas contre toi, hein, juste comme ça, mais les super-héros pourris et les nanas qui se font violer, tu veux que je parle un moment? Ça va 2 minutes, tu veux pas? Ok, non, mais non, je comprends, ok, y'a pas de soucis. Désolé, je m'y mets. C'est qui ce connard? Mike Satterfield, A1 Bonds. What is it you want? We hold the bond on Jessup Dolly. He didn't show for court. That ain't no run. Pour remonter le niveau de cette émission et la finir comme il se doit, on s'est dit que parler d'un vrai film que l'on considère autrement que par sa nullité chronique ou ses délires graveleux nous redonnerait un peu de crédit. Et comme on ne peut pas chroniquer tout ce qui sort, autant rattraper notre retard avec un vrai coup de cœur dont on ne vous avait pas parlé à sa sortie. En soi, le film en question ne s'éloigne pas tellement du précédent dans son contexte, puisqu'on retourne au plus profond de l'Amérique, dans le Missouri plus précisément, pour côtoyer la misère humaine dans ce qu'elle a de plus beau et désespéré. Direction la forêt des Orzacs donc, puisqu'avec Winter's Bone, nous allons rejoindre Jennifer Lawrence et ses galères. Énième film indépendant américain sauvé de l'anonymat par son succès au festival de Sundance, ce premier long métrage de Debra Granik s'écarte du schéma feel-good movie que l'on connaît bien en France à propos de ce type de cinéma, et appartient plus à la seconde catégorie du film d'auteur a priori froid et difficile d'accès. On y suit le parcours d'une adolescente appelée Reed devant s'occuper de sa mère et de ses jeunes frères et sœurs, et qui va partir à la recherche de son père disparu. Durant cette quête, elle va tour à tour rencontrer toutes les personnes de son entourage et vivant dans cette forêt pour s'enfoncer dans une histoire faite de non-dits, de mystères et de conflits sous-jacents. Sous ses apparences de péloche d'auteur relançant une image de l'Amérique inconnue et souillée, Winter's Bone devient fascinant par son atmosphère à couper au couteau et constamment sur le fil du rasoir. Au fur et à mesure de cette quête que l'on sait d'avance funèbre, l'ambiance du film va avoir quelque chose grondé en arrière-plan, installant petit à petit un air anxiogène et malsain, nous maintenant de plus en plus enfoncés dans notre siège. Promenade en forêt se transformant en chemin ténébreux, Winter's Bone n'a rien d'une balade champêtre et réussit à nous captiver par la présence de l'indicible grondant, de ce comté rongé et décharné de ce microcosme ayant ramené ses habitants à une manière de vivre plus simple mais aussi plus frontale. Car dans ces bois silencieux et menaçants, ce sont bien les hommes qui font la loi et qui agissent en toutes circonstances, au travers d'une nature qui devient finalement le reflet de ces âmes désenchantées et désabusées. Non pas que cet univers clos, presque hors de notre monde, transforme l'humain en monstre, mais pousse celui-ci à se soucier de sa survie, à faire trembler les institutions en présence telles que les forces de l'ordre qui sont autant redoutées qu'intimidées, et à couvrir ses arrières coûte que coûte sans éveiller le scandale. Il n'est pas question d'interrompre le silence ambiant et de perturber l'équilibre de ces lieux, ce à quoi va faire face une jeune femme qui sera le vecteur d'identification pour le spectateur et servira l'immersion. L'objectif n'est pas d'explorer un domaine précis par le biais d'un élément extérieur, mais précisément de le visiter de l'intérieur pour mieux en comprendre les terribles rouages. Ainsi, cette œuvre en apparence figée dans le temps va voir ces quelques éclats de violence avoir une résonance terrible, faisant basculer l'objet, l'espace de quelques instants, sur le terrain du cinéma de genre, sans jamais tomber dans le démonstratif. Lorsque les masques tombent, la puissance dramatique du film explose et ramène ces êtres aussi terrifiants que terrifiés à une humanité insoupçonnée et déchirante, au travers de scènes absolument glaçantes, quand bien même le destin et la bienveillance de certains ont amené ces événements. Cette réussite est à mettre au crédit de Debra Granik, qui fait preuve de retenue et de subtilité comme rarement dans un premier film. You ain't here for trouble, are you? No, ma'am.
N'allant jamais chercher l'explicite ou le didactique, elle fait passer l'essence de son intrigue par le non-dit, le mouvement et les agissements de ses incroyables comédiens. Parce qu'un regard, un geste ou la manière d'être d'un personnage en dira toujours plus qu'un long discours, la réalisatrice couvre les dialogues de son film en plaçant sa caméra toujours là où il faut pour laisser ses acteurs respirer et enrichir considérablement chaque scène de leur jeu sans jamais trop en faire et en montrant les choses telles qu'elles sont. À ce titre, la révélation du film est bien évidemment la jeune Jennifer Lawrence, qui montre une incroyable richesse d'interprétation en dosant parfaitement l'intensité de son jeu et en faisant preuve d'une retenue et d'un naturel époustouflant. Thank you. La demoiselle n'a pas volé sa nomination à l'Oscar, tout comme Debra Granik mérite que l'on parle d'elle, tant elle sublime le tout par sa mise en scène. Que ce soit dans sa photo froide, parcourue d'éclats lumineux renvoyant constamment au parcours et à la situation de son héroïne sans jamais embellir les choses, à ses cadrages allant systématiquement chercher le détail qui fait la différence sans être artificiel, ou dans sa retenue mesurée face à l'ignoble, la réalisatrice a compris la force de l'image et montre toujours juste ce qu'il faut, pour que le spectateur comprenne par lui-même ce dont il est réellement question, tout en dévoilant cette sublime nature indomptable et sans pitié. Finissant même par donner à son œuvre un caractère parfois mélancolique, grâce à sa musique collant parfaitement avec le folklore du film sans jamais être superficielle, la réalisatrice achève un film aussi âpre que magnifique. À la fois difficile et rugueux tout en étant envoûtant et touchant, Winter's Bone se fait l'écho d'une société à fleur de peau et livrée elle-même avec une simplicité apparente, n'enlevant rien à la densité de son propos et à la beauté de ses comédiens. Un parcours absolument sublime qui le pose comme l'une des plus belles surprises et comme l'un des plus beaux films que l'on ait pu voir cette année. Autant dire que là, le amplement mérité. You was warned and you wouldn't listen. Why didn't you listen? Cette émission spéciale œil pour œil, dent pour dent est désormais terminée. Et d'abord, on vous a parlé de Green Lantern, dont j'ai la petite bague qui clignote. Que dire de Green Lantern, mais que c'est une énorme bousasse et qu'il ne faut surtout pas mettre 10 € là-dedans. C'est un des plus mauvais films de super-héros qu'on ait pu voir, c'est un foutage de gueule intégral. Et voilà, on peut l'envoyer. Je chasse Green Lantern avec la bague de Green Lantern, qui est quand même un doux paradoxe. Sinon, on vous a aussi parlé de The Run, Bitch, Run, un film 100% féministe, 100% femme, 100% girl power aussi quand même un petit peu. Bon, alors, très très mauvais, c'est très nul, voilà, faut le dire, c'est quand même un très mauvais film, mais il y a vraiment ce côté film d'époque, on a vraiment l'impression de voir un film qui a été fait dans les années 70, il y a vraiment cette touche, ce truc qui manque à énormément de films aujourd'hui qui tentent de faire de l'exploitation, donc il y a au moins ça, et ça a son charme. D'autant que M6 Vidéo a lancé d'autres DVD. Il y a aussi New Nuns with Big Guns qui est réalisé par le même réalisateur que Run Bitch Run, et il y a un autre film qui s'appelle Samurai Avenger, tout ça. Donc si vous aimez ce genre de grosse déviance, et ben M6 Vidéo a lancé une collection que vous pouvez regarder. Et également chez M6 Vidéo, ce mois-ci ils sont décidément avec nous. Winter's Bone, on vous en avait pas parlé à la sortie, on vous en parle pour la DVD et le Blu-ray. C'est ma plus grosse surprise cette année, c'est un des plus grands coups de cœur que j'ai pu avoir. C'est une claque absolue, vous allez voir, c'est absolument sublimissime. D'autant que Jennifer Lawrence est en passe de remplacer Gemma Arterton dans mon cœur. Voilà, sinon, à propos d'un des meilleurs films de l'année, on a le meilleur film de l'année pour l'instant qui sort en Blu-ray et DVD, c'est évidemment le True Crime d'Ethan Cohen, si vous ne l'avez pas vu, c'est un putain de western. Chopez-le, c'est absolument génial, vous ne le regrettez pas et vous pourrez le regarder encore dans 20 ans. Et enfin, parce qu'il faut toujours parler un petit peu de comics, d'autant que j'ai la bague qui va avec, on vous signale la sortie ce mois-ci chez Panini Comics de Batwoman, Élégie pour une ombre, scénarisé par Greg Rucka, et dessiné par Monsieur G.H. Williams 3, donc je vais essayer de vous montrer les pages parce qu'en fait, vous allez me dire Batwoman, on connaît pas, c'est pourri, bon. Le scénario est pas mal, c'est pas génial, mais ce qui vaut, c'est G.H. Williams 3 qui est, comme vous pouvez le voir à peu près ici, l'un des plus beaux, l'un des meilleurs dessinateurs qui soit à l'heure actuelle. Vous allez en prendre plein les yeux, c'est absolument monstrueux. Le mec change de style, comme il change de pinceau, de crayon, de tout ça. L'histoire est bien, elle est pas géniale, mais graphiquement, c'est une claque dans la gueule. Vous allez prendre très cher, G.H. Williams 3 est un des 5 meilleurs dessinateurs à l'heure actuelle dans le monde entier, je pense. Et Batwoman le prouve encore une fois, donc franchement, très très bonne lecture, ça coûte 22 €, mais le bouquin est absolument sublime et vous allez vous décalquer la rétine dessus. D'ici là, moi je vous retrouve le mois prochain pour une émission spéciale Amérique, ça va faire très très mal. Et donc d'ici là, portez-vous bien, n'allez pas voir Green Lantern, achetez Winter's Bone en DVD, faites-vous plaisir, allez quand même au cinéma. Et je vous retrouve le mois prochain, ciao.
Freak Show Entertainment is proud to present the most explosive film you'll see this year. Catherine was a God-fearing girl, robbed of her innocence. She was raped and left for dead. But the scoundrels who did this to her forgot one important thing: to make sure that bitch stayed dead. Run, bitch, run! Now she's a one-woman army hell-bent on revenge, and nothing can stop her from killing the people that did this to her. Marla, don't call her a whore. Clint, a man of simple pleasures. And Lobo, a real lady killer. Run, bitch, run! Is jam-packed with white bitches, black bitches, Asian bitches, holy bitches, dirty bitches, and even bitches on bitches. Run, bitch, run! It's balls deep in violence, blood, forbidden love, and sex, sex, sex. If you only see one exploitation movie filled with thrills, spills, and chills this year, make damn sure it's this motherfucker. Run, bitch, run! Starring Dave Beck, young Michael Myers in Rob Zombie's Halloween, and Playboy's Christina De Rosa. This time, Payback really is a bitch.